Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Pour tout vous dire, je crois que je n'ai jamais été aussi inquiet sur l'avenir de l'économie française, de la France au sens large, de l'Europe, voire du monde. Je n'exagère pas, la situation est en train de devenir catastrophique. Comme vous le savez, on l'a souvent montré ici même, la situation de l'économie française est déjà dramatique. On l'a vu, nous sommes quasiment en récession, le chômage est en train d'augmenter, l'INSEE ne veut pas le dire, mais on le voit dans les chiffres de l'emploi. Il n'y a jamais eu autant de destruction d'emplois, sauf en phase de récession. On verra ça tout à l'heure. On a failli être dégradé, on le sera bientôt. Là, Standard & Poor's, la semaine dernière, a donc mis en perspective négative la note de la France. Ça veut dire qu'on va bientôt passer en simple A, ce qui va générer une augmentation des taux d'intérêt. Les faillites d'entreprises atteignent des sommets historiques. Là aussi, on a les nouveaux chiffres de la Banque de France, on verra ça tout à l'heure. Les prix de l'immobilier continuent de baisser malgré la diminution des taux d'intérêt. Certains disent ça y est, non, c'est fini, la crise est finie. Eh bien non, ça continue malheureusement. Donc sur ce terrain particulièrement difficile, on vient de nous sortir l'économie de guerre. Voilà. On nous dit que la France doit entrer en économie de guerre. Alors, quelles seront les conséquences pour nous? On se doit poser évidemment cette question et y répondre, bien sûr, d'où cette question globale. Économie de guerre. Est-ce que c'est une diversion, voilà, pour masquer un petit peu tous ces chiffres, masquer l'explosion des déficits publics? Est-ce que c'est la solution? Certains me disent oui, ça va relancer la croissance. Ça risque d'être compliqué, ne croyons pas au Père Noël. Ou est-ce que c'est plutôt une perdition? Parce que c'est ça qui m'inquiète. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui de s'effondrer complètement? Et si on augmente encore les dépenses publiques et les déficits, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas cette tentation pour l'État de ponctionner justement notre épargne? Je vous l'ai souvent annoncé ici même, ce risque existe depuis longtemps. Je vous disais, bon, c'est pas pour tout de suite et je vous préviendrai lorsque ce risque sera imminent. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. La probabilité augmente de jour en jour. J'espère qu'on va éviter cela, mais malheureusement, la tentation est très forte de nos dirigeants d'augmenter l'imposition, voire de ponctionner notre épargne, justement pour financer cet effort de guerre, cette économie de guerre. Donc nous sommes en danger d'un point de vue économique, également d'un point de vue financier. Il faut simplement dire les choses, ne pas faire peur, mais dire les choses pour qu'on puisse réagir en conséquence. Alors, il y aura également la question de la semaine, comme d'habitude. Alors, dans ce contexte géopolitique difficile, l'or continue de battre des records historiques. On est à quasiment 3000 $ l'once. Est-ce que ça va continuer? On répondra à cette question. Et j'ai quand même trouvé pour la fin, pour ne pas casser la coutume, une bonne nouvelle pour terminer la vidéo. Elle concerne la France, elle est très relative, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Je vous garde la surprise pour la fin de la vidéo. On commence tout de suite donc avec ces déclarations. Assez incroyable, très honnêtement, l'histoire s'accélère, mais je suis quand même inquiet de nos dirigeants. Est-ce qu'ils sont vraiment à la hauteur de la situation? Je n'y crois pas, malheureusement. Voilà, on se souvient, il y a à peu près un an, M. Macron avait déjà dit, attention, il faut passer en économie de guerre. Puis après, il y a eu la dissolution, on connaît les conséquences, puis là, hop, ça a disparu. Et puis là, depuis quelques jours, c'est en train de revenir. Et regardez ce qu'a dit M. Lombard sur l'économie de guerre, il nous a dit, on n'y est pas, mais il le faut. Ça veut dire qu'en gros, il faut passer dans cette économie de guerre. Et ça, c'est particulièrement dangereux, parce que, d'ailleurs, il nous a annoncé que très bientôt, le 20 mars, donc avec Sébastien Lecornu, ils vont donc rendre publique leur action, tenez-vous bien, pour mobiliser les banques, les investisseurs français, afin de développer la base industrielle et technologique de défense. C'est raisonnable. Malheureusement, l'industrie s'est effondrée en France, donc il y a un petit peu d'industrie militaire, heureusement d'ailleurs, pour ceux qui en font et ceux qui ont acheté des actions de ces entreprises, mais sinon, globalement, on ne va pas du jour au lendemain développer cette industrie, encore une fois, ou alors mobiliser cette épargne. Moi, c'est ça qui aujourd'hui est en train de m'inquiéter. Regardez bien, nous avons aujourd'hui, ce qu'a dit M. Macron il y a quelques jours, lancé des produits d'épargne pour soutenir le financement de programmes de défense, donc estimons que la France doit monter de 2% encore ses dépenses militaires par rapport au PIB. 2% du PIB, c'est quand même énorme évidemment, ce qui veut bien dire que là aussi, on veut mobiliser l'épargne. Mais comment va-t-on forcer les Français à acheter ces produits? Oui, ça sent évidemment la ponction. Alors, encore plus fort, M. Bayrou vient de dire qu'en fait, toutes les dépenses militaires doivent être exclues des règles européennes qui plafonnent le déficit public à 3% du PIB. Bah oui, alors là, c'est formidable. Voilà, on enlève ce qui nous embête, comme ça on va pouvoir continuer de déraper sur les comptes publics. Ce n'est évidemment pas sérieux et ce matin même, Mme von der Leyen vient de sortir un plan de 800 milliards d'euros donc pour la défense européenne, également pour l'Ukraine, on verra ça dans les détails tout à l'heure. Là aussi, comment va-t-on financer? Encore une fois, on marche sur la tête. Est-ce qu'on va encore faire la planche à billets? Sachant que la planche à billets, elle a fait de l'inflation. C'est extrêmement dangereux. Nous prenons des risques énormes aujourd'hui, malheureusement,
quand on regarde le poids des dépenses militaires justement en France, voilà, par rapport au PIB, vous voyez c'est 1,8%, c'est le chiffre de 2023, a priori en 2024 selon nos estimations on serait autour des 2%, et si on regarde par rapport aux dépenses publiques, 3,2 à 4% des dépenses publiques ce sont des dépenses militaires. Alors, y compris évidemment avec les salaires, etc., des militaires et autres, mais bon, ça reste quand même particulièrement limité, on est très très loin de l'effort de guerre, donc si on veut augmenter encore de 2 points de PIB, là aussi, comment va-t-on financer? Alors encore plus fort, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'une économie de guerre? Parce qu'on lance des phrases comme ça, les dirigeants français lancent des mots, sauf que ça a des conséquences, ça a une signification. Voilà ce qu'est une économie de guerre, la définition officielle. C'est un type d'économie dans laquelle les besoins de la guerre sont satisfaits prioritairement par prélèvement autoritaire. Vous voyez bien, prélèvement autoritaire. Donc ça veut dire réquisition, livraison obligatoire, impôts et évidemment inflation. Donc, encore une fois, est-ce qu'on est prêt à supporter cela? Pas du tout, bien entendu. Donc, c'est-à-dire que dans ces conditions-là, le pouvoir d'achat s'effondre. Et là aussi, on nous dit oui, ça fera de la croissance. Pas du tout. Est-ce qu'il y a la main-d'œuvre pour y répondre? Donc, ça risque de casser l'activité économique. Monsieur Lombard disait non, ça va réduire l'anxiété des Français. Au contraire, ça va aggraver. On n'a déjà pas beaucoup de confiance. Ça va aggraver le climat de défiance. Et puis surtout, il faudrait encore avoir un outil industriel digne de ce nom. On a voulu jouer la désindustrialisation. On ne va pas se remettre à réindustrialiser comme ça en 5 minutes, en un claquement de doigts, ça prend des années. Voyez, et donc c'est pourquoi aujourd'hui, ça devient complètement farfelu. Alors, si vous regardez maintenant historiquement ce que représente une économie de guerre, ça, enfin, on espère tous qu'on va éviter d'en arriver là. Voilà, Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Eh bien, à l'époque, les dépenses militaires, c'était 37% du PIB américain. Vous vous rendez compte, on est à 2% loin, donc on en est encore loin. 90% des dépenses fédérales. C'était vraiment voilà, tout pour la guerre, évidemment. Bon, heureusement, ça a fonctionné, parce que les Américains ont quand même permis de sauver le monde, je dirais à l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, ils avaient créé un office donc, de stabilisation économique qui avait le contrôle de tout. Le pouvoir d'achat, les prix, les traitements et les salaires, les profits, le rationnement et le ravitaillement. Voilà, donc c'était plus du tout de la liberté, malheureusement, avec parallèlement, ça c'est intéressant, au niveau des impôts, parce que vous savez que les Américains n'aiment pas justement avoir trop d'impôts. À l'époque, il y avait 4 millions de ménages américains qui payaient, donc d'Américains qui payaient les impôts sur le revenu en 1939. En 1945, ils étaient 43 millions. Oui, ça va très vite. Le taux d'imposition, le taux marginal d'imposition qu'on appelle, donc est monté à 23% et jusqu'à, pour les plus riches, 94%. Oui, donc, bon, je ne veux pas vous faire peur, on n'en est pas là, mais quand on emploie des termes comme ça, nos dirigeants devraient quand même faire attention, parce qu'une économie de guerre, si c'est ça que ça représente, ça va être particulièrement douloureux. Alors maintenant, je vous ai fait un petit tableau avec justement des chiffres officiels pour vous montrer où nous en sommes en termes de dépenses militaires. Et ça va vous surprendre. Évidemment, voilà, au niveau mondial, c'est le chiffre de 2023, pas encore le chiffre de 2024, mais ça devrait un peu plus d'ailleurs en 2024, 2443 milliards de dollars. Voilà les dépenses militaires au niveau mondial. Numéro 1, ça reste toujours les États-Unis, donc 916 milliards de dollars. Et numéro 2, c'est qui? Eh bien, c'est l'Union européenne. C'est déjà, j'ai envie de dire, l'Union européenne, vous voyez, 315 milliards de dollars. Alors évidemment, les Américains, c'est 37,5% du total donc des dépenses militaires dans le monde, 12,9% pour l'Union européenne. Et regardez bien la variation. Au niveau mondial, ça a augmenté de 27% depuis 2014. Aux États-Unis, 9,9%, donc ça fait longtemps qu'ils dépensent beaucoup sur le militaire, mais nous, dans l'Union européenne, ça a déjà augmenté de 89% depuis 2014. Donc ce qui veut dire qu'en 10 ans, on a fait 89% d'augmentation. Si on rajoute les 800 milliards, on va monter donc à 1100 milliards, enfin c'est 800 milliards d'euros, mais c'est quasiment un point maintenant, mais on va monter en tout cas à plus de 1000 milliards de dollars, et donc on sera numéro 1, on sera devant les États-Unis. Donc ça veut dire, bon, c'est peut-être bien, hein, je ne dis pas le contraire, mais encore une fois, pourquoi faire? Est-ce que c'est vraiment le but? Sachant qu'en plus, c'est ça qui est très surprenant, hein, les dirigeants européens voulaient justement réduire leurs émissions de CO2, etc. Donc ils sont complètement schizophrènes. Parce que c'est pas en faisant de l'industrie militaire qu'on va réduire les émissions de CO2, hein, bon, a priori. Mais bon. Donc ensuite, on continue le classement. Donc la Chine, bon, alors numéro 2, parce que l'Union européenne, pour l'instant, je n'ai pas compté en tant que telle, mais on voit bien que c'est très élevé. La Chine, donc à 296 milliards de dollars. Ensuite, la Russie, l'Inde, l'Arabie saoudite,
le Royaume-Uni, l'Allemagne, vous voyez l'Allemagne avec une augmentation de 48%, évidemment l'Ukraine, là l'augmentation est de 1272%, évidemment on comprend pourquoi, et la France, vous voyez 61,3 milliards, donc là c'est pas tout à fait les mêmes chiffres, parce que c'est effectivement donc, ce qu'on appelle le CIPRI, c'est-à-dire l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, hein. Donc il y a des petites différences, mais à peine, hein, de 0,02 points de PIB, c'est pas énorme, mais bon, on va quand même les suivre pour faire l'harmonisation, donc une augmentation de 21% depuis 2014. Donc ça a quand même effectivement augmenté. Je n'ai pas fait tout le classement, je me suis arrêté à la 10e position, mais on se rend bien compte que finalement on a déjà augmenté ces dépenses militaires. Alors après, pourquoi faire? C'est ça la grande question. Est-ce que ça nous protège? Et alors ce matin, l'Union européenne vient d'annoncer un plan de soutien militaire, tenez-vous bien, de 800 milliards d'euros. Et ça, c'est incroyable. Donc c'est un plan pour la défense de l'Europe et pour aider l'Ukraine. Donc on ne sait pas comment ça va se répartir, mais bon, voilà un petit peu les principales mesures qui ont été annoncées. 150 milliards d'euros pour financer les dépenses militaires des différents États membres. Alors chacun pourra justement demander un prêt, etc., pour financer donc ces dépenses militaires. 150 milliards, il reste encore 650. Donc comment cela va-t-il se répartir? On ne sait pas. Après, alors ça c'est incroyable, ça va faire plaisir à M. Bayrou, on l'avait tout à l'heure. Mme von der Leyen nous a dit, ben voilà, ça y est, on est flexibilité budgétaire via la suspension du pacte de stabilité et de croissance. Ça veut dire, ça y est, ben, on peut lâcher complètement les déficits publics, la dette publique, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, donc on y va, on se lâche complètement. Rendez-vous compte, quand il va falloir financer évidemment ces dépenses et cette dette, les taux d'intérêt vont flamber, donc ça va casser l'activité économique. Ce n'est vraiment pas sérieux. Ensuite, on va mettre à contribution la Banque européenne d'investissement pour financer le secteur privé. Mais alors, le plus beau, c'est qu'on ne sait pas du tout comment l'Union européenne va financer tout ça. Là, c'est silence complet, donc c'est ce que j'écris là. Soyez fiers d'être des amateurs. C'est une phrase de M. Macron. Ben, en fait, maintenant, elle s'applique à l'ensemble de l'Europe. Encore une fois, ce n'est pas sérieux. Comment peut-on faire ça? Moi, je suis quand même inquiet quant au sérieux de nos dirigeants. Pas seulement en France, mais également au niveau européen, parce que c'est bien beau de vouloir faire une relance et de vouloir augmenter les dépenses militaires. Encore faut-il en avoir les moyens. Alors justement, on va voir des chiffres sur la dette publique. D'abord, la dette publique de la France, comme vous le savez, donc, elle n'a cessé d'augmenter. Donc là, on est à quasiment 114% du PIB. Regardez l'Ukraine. Donc on voit bien l'Ukraine qui avait justement réduit sa dette publique. On était même tombé à 10% du PIB. Bon, il y avait eu des aides, etc., bien sûr, hein. Ensuite, ça remonte. Là, on est donc à 95%. C'est-à-dire que malgré l'effort de guerre, malgré la baisse du PIB ukrainien, il y a moins de dette publique par rapport au PIB qu'en France. C'est pour vous dire. Mais bon, nous, on dit non, c'est pas grave, on va quand même continuer. Alors, si vous regardez maintenant la Russie, c'est vrai que ça a un petit peu augmenté, hein. Ils étaient à moins de 10% de dette publique, mais ils sont encore, c'est les chiffres du FMI, hein, tout à fait sérieux. Il n'y a pas, parce qu'on va me dire, ah, vous êtes pour les Russes, que ça. Moi, je suis pour personne. Moi, je suis pour qu'on sauve la France et pour qu'on évite justement de tuer des milliers de personnes, parce que c'est évidemment une catastrophe. Il n'y a pas plus horrible que la guerre, bien entendu, mais toujours est-il que, et la Russie, dette publique, 20% de son PIB. Ça n'a quasiment pas augmenté malgré la guerre. Donc, c'est bien pour dire que là aussi, je répète, ce sont des chiffres du FMI, donc on ne me taxe pas de quoi que ce soit. Les chiffres du FMI, c'est quand même sérieux, ce n'est pas un organe russe, hein. Donc tout ça pour dire que, à la rigueur, la Russie, elle pourrait encore augmenter son effort de guerre, elle n'a pas de dette publique. Après, bon, qui va lui prêter, c'est une autre question. Mais il n'y a pas que nous pour lui prêter. Il peut y avoir la Chine, etc., et d'autres pays. Nous, par contre, ça va être plus compliqué. Sachant que 53% de notre dette publique est détenue par des étrangers, ça va être compliqué de mobiliser, effectivement, l'épargne internationale, d'où le danger de mobiliser l'épargne française, évidemment. Alors, si on regarde les mêmes chiffres au niveau donc, de l'Union européenne, voilà, donc la dette publique au niveau de l'Union européenne, c'est 14 500 milliards d'euros, donc 82% du PIB. Donc c'est moins que la France, donc on pourrait dire, bon allez, pourquoi pas, mais tout de même, si on rajoute 800 milliards, vous comprenez bien que ça va augmenter. Donc la France, c'est 3 300 milliards, mais je l'évoquais la semaine dernière dans mes vidéos, donc qui a très bien marché, merci pour votre fidélité, 7 500 milliards avec leur bilan. Ça veut dire en fait 227% du PIB. Vous voyez, on est en train de battre même les Japonais, hein, vous comprenez? Donc nous, on n'en parle pas, non, il ne faut pas le dire. Non, leur bilan, non, c'est pas grave. C'est juste le paiement des retraites des fonctionnaires, etc. Mais c'est pas grave, on n'en parle pas. Mais si, on en parle. Donc quand vous voulez vous endetter avec une telle dette publique, alors bien sûr, il y a le cas américain, 36 000 milliards de dollars de dette, donc 123% du PIB. C'est d'ailleurs pourquoi ils s'emploient à essayer de réduire justement leur déficit pour réduire leur dette. Nous, on veut faire exactement l'inverse. Et encore aux États-Unis, ils ont une croissance forte, ils ont le dollar donc qui permet de financer justement cette dette grâce au reste du monde, ce que nous n'avons pas malheureusement. Donc tout ça pour dire comment on va financer. Alors
évidemment, la recette surprise, la recette, entre guillemets, toute trouvée selon certains, c'est la planche à billets. Ben oui, on va y aller, comme on a fait pendant le coronavirus. Sauf qu'en réactivant cette planche à billets, vous avez vu que la Banque centrale européenne a encore perdu 8 milliards d'euros l'année dernière, évidemment pour financer tout ça, ça a un coût. Eh bien, globalement, ça va là aussi nuire à la crédibilité de la BCE, de la zone euro, et ça va surtout faire augmenter encore l'inflation. On l'a vécu déjà. Et si l'inflation augmente, ça casse le pouvoir d'achat, donc ça casse la croissance, ça casse la consommation, ça fait du chômage. C'est ça que nous voulons pour demain. Messieurs les dirigeants européens, vous n'êtes pas sérieux. Encore une fois, regardez la réalité en face. Et alors justement, si on regarde quels ont été les impacts économiques, vous savez que certains annonçaient l'effondrement de l'économie russe, notamment M. Le Maire, il aurait dû se taire ce jour-là. Voilà quelle a été l'évolution du PIB, donc de la fin 2021 à la fin 2024. Voilà, donc ce sont des chiffres du FMI tout à fait harmonisés, donc hors inflation, il n'y a pas de trucage encore une fois. Voilà donc les chiffres officiels. PIB français, plus 4,9%. C'est déjà ça, mais avec l'augmentation de la dette publique, encore heureux, j'ai envie de dire. Russie, plus 6,2%. Alors bien sûr, il y a eu l'effort de guerre, mais on l'a vu tout à l'heure, on n'est pas encore au niveau américain. Par exemple, du côté russe, c'est pour vous dire que ça a quand même résisté. En tout cas, ça ne s'est pas effondré comme certains l'annonçaient. Par contre, l'Ukraine, malheureusement, regardez bien, moins 22,7%. Donc évidemment, l'Ukraine a énormément souffert de cette guerre, bien entendu. Je ne parle même pas d'un point de vue humain, avec des centaines de milliers de morts. C'est ce qu'il y a de plus horrible, bien entendu. Mais en plus, d'un point de vue économique, c'est évidemment un marasme. Quant aux Américains, plus 8,4%. Eux aussi, c'était des grands gagnants avec l'augmentation des prix des matières premières notamment, parce qu'eux sont des vendeurs également donc de pétrole, de gaz, etc. Donc comprenez bien que là aussi, il faut tous se poser la question, à qui profite le crime finalement et à quoi bon finalement faire une guerre qui ne va pas forcément être gagnée, mais qui va nous coûter extrêmement cher, sans parler des milliers, voire des centaines de milliers de morts à la clé. Donc c'est ça qui est extrêmement dangereux, donc il faut absolument, évidemment, éviter. Alors si d'ailleurs, on fait la conclusion de tout ça, c'est quoi l'économie de guerre? Quelles vont être les conséquences pour nous au quotidien? Donc compte tenu de l'ampleur, on vient de le voir, de la dette publique, que ce soit en France, dans la zone euro, dans l'Union européenne également, ça va entraîner, encore une fois, une augmentation des taux d'intérêt. De la dette publique, ça commence un petit peu aujourd'hui, mais ça va s'aggraver dans les prochains jours, donc baisse de la consommation, de l'investissement, donc récession qui est déjà là en France, donc il va s'aggraver, le chômage qui augmente, augmentation des déficits, augmentation des impôts et peut-être ponction sur l'épargne, et bien entendu, parce qu'il n'y a pas de moyen justement encore d'augmenter les impôts, on est déjà numéro 1 du monde, que va-t-on encore pouvoir augmenter? Évidemment, l'épargne, effondrement de la confiance, aggravation de la récession. Voilà où ça peut nous emmener cette économie de guerre. Voir cette guerre si elle devient vraiment effectivement effective. Sans parler bien entendu d'un krach boursier, on voit que les marchés commencent à s'inquiéter aujourd'hui. La zone euro qui ne tiendra pas avec l'explosion notamment des critères, on l'a vu tout à l'heure, sur les déficits publics, donc crise économique et financière internationale. C'est ça que nous voulons pour demain, c'est ça que nous voulons pour nos enfants. C'est pour ça que je le dis tout à l'heure, j'ai rarement été aussi inquiet parce qu'on a l'impression que l'histoire s'accélère, que nos dirigeants prennent des mesures catastrophiques. Alors, les Américains, justement, sont en train de préparer des plans de paix peut-être, mais surtout des accords entre donc les États-Unis d'un côté, la Russie, la Chine, l'Inde, et nous, on va être au milieu. Évidemment, on va être comme d'habitude le dindon de la farce. C'est extrêmement dangereux. Arrêtons de jouer avec le feu parce qu'on va finir par se brûler. Et pour terminer sur ce thème, voilà, ce terme aussi, mais ce thème en particulier, eh bien voilà, j'ai pris quelques citations. Alors j'ai commencé par Machiavel, mieux vaut une mauvaise paix que la meilleure guerre. Alors c'est vrai qu'il y a des guerres justifiées entre guillemets, mais encore une fois, quand on voit le nombre de morts, est-ce que c'est vraiment justifié? Même d'un point de vue économique, évidemment, ça risque de nous coûter cher. Et puis surtout Paul Valéry, parce que lui, il a connu justement notamment la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, la guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Je pense qu'avant de vouloir engager une guerre, il faut penser à cette phrase qui pour moi est exceptionnelle. Et même Georges Clemenceau, qui a justement été un grand guerrier, il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous avons ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire, c'est pour éviter d'en arriver là. C'était l'un des apports du général de Gaulle qui a tout fait justement pour que la France soit indépendante d'un point de vue nucléaire, pour dire voilà, on préfère ne pas faire la guerre, finalement, parce qu'on a la dissuasion. Et si jamais effectivement ça va loin, à ce moment-là,
Ça calme le jeu grâce à cette dissuasion. Donc pourquoi encore augmenter ces dépenses militaires? Je ne comprends pas, on ne va pas envoyer les troupes. Il n'y a plus de service militaire. Alors moi j'ai fait mon service militaire il y a très longtemps, peut-être ils vont me mobiliser, je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il que ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui il faut tout faire pour la paix, il faut tout faire pour restaurer la confiance, sinon nous allons au-devant de très graves problèmes malheureusement. Et donc justement ce que j'écris là, la bonne guerre c'est quoi? Justement la bonne guerre c'est de retrouver le chemin d'une croissance forte, d'un emploi dynamique, d'un sérieux budgétaire et bien sûr du bien-être économique. Et d'ailleurs, on vient de le voir, je l'évoquais tout à l'heure, la note de Standard & Poor's donc, a été en perspective négative. On est toujours double A-. Et perspective négative, ça veut dire que dans les prochains mois, nous allons passer à simple A. Et là, évidemment, on change de catégorie, et donc les taux d'intérêt de la dette publique française risquent malheureusement de flamber. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop d'impact, toujours sur les taux d'intérêt à 10 ans autour des 3,2%, mais quand on va être dégradé à simple A, on peut monter à 4, voire 4,5%, ce qui serait évidemment une catastrophe pour l'économie française, malheureusement. Alors, là aussi, parce que, heureusement que le ridicule ne tue pas, entre guillemets, je le dis souvent, dans ma jeunesse, entre guillemets, on avait les guignols de l'info. Maintenant, on n'a plus besoin, parce qu'en fait, les vrais politiques sont déjà les guignols de l'info. Donc, voilà ce qu'on a proposé, ce n'est pas une blague, hein. Donc, le gouvernement a créé un comité d'alerte pour éviter les dérapages publics. C'est quand même incroyable. Donc on va faire un comité pour dire « Ah oh là là, ça va mal ». Mais on le voit déjà, on n'a pas besoin d'un comité pour ça. Et regardez les phrases, c'est un vrai tournant dans le pilotage de nos finances publiques qui se fera dans la transparence et le dialogue. C'est quand même incroyable. Donc, alors oui, transparence renforcée avec une saisie systématique du Haut Conseil des finances publiques, mais il est déjà, d'ailleurs il sert à ça, et un cercle des prévisionnistes. Ça fait des années que j'ai participé à ces cercles qui ne servent à rien d'ailleurs. Pour aider, on donne nos prévisions, mais comme le ministre ne veut pas les regarder, ça ne sert à rien. Donc, franchement, non, ce n'est pas sérieux. Alors oui, le plus beau. Et on fera déployer une conversation avec les Français à travers le pays. On ne connaît pas les modalités. Non, mais c'est formidable. On fait encore du marketing. Je veux dire, il y a le feu et on est en train de discuter du sexe des anges. C'est vraiment l'orchestre qui joue de la musique alors que le Titanic est en train de couler. Il faut arrêter tout ça, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut dire la vérité, il faut prendre les bonnes mesures. Parce qu'en attendant, l'économie française est en train de s'effondrer. Regardez bien, les faillites d'entreprises issues de la Banque de France qui viennent de sortir, donc 3% au-dessus du sommet historique d'avril 2015, 66 000 destructions d'entreprises sur 12 mois, vous vous rendez compte? Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de créations, mais beaucoup de créations un petit peu d'entreprises avec un salarié, voire 0 salarié. Donc là, nous avons notamment, si on enlève les micro-entreprises, qui sont importantes, mais on le voit bien, nous avons une augmentation, tenez-vous bien, 12,5%, un nouveau record historique, 12,5% au-dessus du sommet de septembre 2009. Voilà les défaillances d'entreprises hors micro-entreprises. Donc ça veut dire que nous sommes déjà sur des sommets historiques et ça ne va pas évidemment arranger la situation. Autre chiffre qui vient de sortir de l'INSEE sur l'emploi, je l'évoquais tout à l'heure, regardez bien, on a eu cette baisse de l'emploi au 4e trimestre, donc c'est l'emploi total, l'emploi salarié total, public et privé, moins 0,33%. Alors j'ai regardé, vous voyez, alors on a eu ça bien sûr pendant le coronavirus, mais c'est un petit peu particulier, sinon pour retrouver un chiffre aussi mauvais, on a eu ça que pendant les récessions. Voilà, ici en 2008-2009, ou alors en 92-93, sinon on n'a jamais vu ça. Et on me dit que le chômage est en train de baisser. Attendez, c'est pas sérieux. Voilà la situation effective du marché du travail. Alors certes, il y a des radiations, etc., mais ça, c'est la situation effective du marché du travail, des destructions d'emplois sur des niveaux jamais enregistrés, sauf pendant des phases de récession. Et d'ailleurs, la dernière enquête de l'INSEE auprès des ménages, regardez bien, perspective de chômage, ça continue d'augmenter. Ça veut dire que les ménages français nous disent que le taux de chômage pourrait dépasser les 9%, voire atteindre les 10%. Vous voyez, la dernière fois qu'on avait ça, à part la phase du Covid, c'était donc en 2015, début 2015, on avait un taux de chômage à 10,3%. Voilà, c'est ça malheureusement aujourd'hui l'avenir de la France qui est en train de se dessiner et l'économie de guerre évidemment ne va rien arranger. Elle fait certes diversion mais surtout elle va créer de la perdition, elle va aggraver la situation. Alors les chiffres également de l'immobilier comme tous les débuts de mois on les regarde, là aussi c'est reparti à la baisse. On m'avait dit non ça y est c'est fini, les taux d'intérêt ont baissé, les prix vont repartir à la hausse, c'est fini, ça ne baissera plus, tout va bien dans le meilleur du monde, mais non c'est reparti à la baisse, même à Paris, moins 14% par rapport au sommet historique. Regardez, Boulogne-Billancourt, moins 18,5%. Je vous ai fait un petit tableau, vous prenez les villes qui vous intéressent, et là j'ai fait un petit tableau des plus fortes baisses par rapport au sommet de 2021-2022. Toujours numéro 1, Lyon, moins 21,4%,
Nantes, moins 20,4%, Montreuil, quasiment moins 20%, Boulogne-Billancourt, donc moins 18,5%, Grenoble, moins 18%, Villeurbanne, moins 16,6%, Paris, donc moins 14%, Reims, Lille, Strasbourg. Voilà aujourd'hui où nous en sommes en termes de baisse des prix de l'immobilier. Évidemment, si les taux d'intérêt repartent à la hausse, ça ne va pas arranger la situation. Donc il faut absolument éviter de tomber dans cette guerre, dans cette économie de guerre, sinon malheureusement, encore une fois, cela va casser l'activité économique. Comme chaque semaine, c'est maintenant l'heure de la question de la semaine. Vous avez été très nombreux à me la poser justement. Dans le contexte géopolitique très compliqué, voire le contexte guerrier, évidemment, l'or a continué de flamber. On est même monté, tenez-vous bien, à 2951 $ l'once le 24 février. Après, ça a un petit peu baissé. Là, au moment où je vous parle, c'est remonté. On est à 2915 $ l'once. Est-ce que ça peut continuer d'augmenter? Est-ce que ça peut battre les 3000 $ l'once? Je pense que oui. Je vous ai mis un petit graphique justement en euros. Là aussi, on se rapproche. On a dépassé des nouveaux sommets historiques également. Mais la réponse à cette question, oui, l'or va continuer d'augmenter, dépasser même les 3000 $ l'once. Pourquoi? Pour au moins 5 raisons. D'abord, on vient d'en parler, risque géopolitique, voire guerrier. 2, il y a un ralentissement de la croissance mondiale, donc il ne va pas arranger la situation. 3, achat massif de la part des banques centrales, ils achètent de l'or justement peut-être pour se couvrir contre ces dangers, donc à ce moment-là notamment au sein des BRICS, ce qui veut dire que là aussi ça soutient les cours de l'or. On a également l'inflation qui va rester élevée et donc à partir de là l'or reste une protection, une valeur refuge justement contre l'augmentation de l'inflation, et également les marchés boursiers qui vont rester très volatiles, on le voit aujourd'hui, c'est assez tangent, parfois on a des records puis après ça baisse fortement, etc. Donc prudence, d'où le 5e argument, la fameuse poire pour la soif que j'avance depuis déjà des années, qui a bien fonctionné. Plus que jamais, j'ai envie de dire, elle est d'actualité et elle est opportune. Donc, je pense que l'or va continuer d'augmenter. C'est vrai que là, il est très cher, donc il ne faut pas attendre des gains mirobolants, mais néanmoins, ça reste cette protection contre l'adversité, contre les difficultés, contre les affres que veulent nous promettre malheureusement nos dirigeants européens pour demain. Alors, je termine bien sûr comme d'habitude avec la bonne nouvelle de la semaine. Il y en a une, elle concerne l'inflation en France. Et oui, tenez-vous bien, l'inflation a baissé 0,8% au mois de février selon l'INSEE, 0,9% selon Eurostat. C'est la courbe bleue ici, c'est un plus bas depuis mars 2021. Alors attention, vous vous souvenez, l'inflation, c'est la variation annuelle des prix. Donc quand ça baisse, ça veut pas dire que les prix baissent, ça veut dire que les prix augmentent moins vite. Maintenant, 0,9%, c'est également pas très fort, on est proche des zéros. Par contre, la courbe rouge, c'est l'augmentation au mois le mois. Vous voyez, bon, ça a fortement augmenté, maintenant ça se stabilise. Donc le drame, c'est que malheureusement, on a entendu, notamment dans la grande distribution, qu'il y aurait une hausse de l'ordre de 2% en moyenne qui serait annoncée donc pour les prochains mois. Au total, pour l'instant, depuis donc janvier 2021 à février 2025, une hausse de 16,5% des prix à la consommation. Donc voilà. C'est déjà pas si mal que ça, cette baisse de l'inflation, mais malheureusement, comme on vient de le voir, elle risque de repartir à la hausse assez vite. On sera là, évidemment, pour vous en parler. Merci encore de votre fidélité. C'était un sujet évidemment important, peut-être complexe. J'espère que, évidemment, je vous ai dit encore une fois toute la vérité, que ça sera important de la diffuser là aussi, en toute indépendance. Il n'y a pas de parti pris. Notre parti pris, nous, c'est le sauvetage de l'économie française. Éviter absolument, bien sûr, de faire une guerre qui serait catastrophique pour nos enfants et pour nous tous, évidemment. Donc, merci pour votre fidélité. Ça y est, le site, donc, marctoiti.com, j'allais dire ACDFI, donc ex-ACDFI, maintenant marctoiti.com, il est opérationnel. Merci donc pour vos nombreux messages, vous êtes formidables. Merci également pour vos soutiens, pour vos pouces vers le haut, pour vos likes, c'est important, pour vos abonnements et pour vos abonnements premium également. Et donc, vous pourrez m'envoyer votre mail sur marctoiti.com pour que je puisse vous envoyer les slides pour tous les abonnés premium. Merci encore pour votre fidélité, vous êtes vraiment formidables pour tous vos messages, ça me ferait vraiment chaud au cœur chaque semaine, donc continuez, ça fait du bien, ça nous donne la force de continuer malgré les pressions, malgré l'adversité. Nous sommes toujours là, nous continuerons d'être là pour dire la vérité économique pour vous et grâce à vous. Merci encore, bonne continuation, portez-vous bien et à très bientôt.